J'ai toujours été contre le gouvernement parce qu'à cause du gouvernement, mes parents, il fallait qu'ils s'en aillent du pays. À cause du gouvernement, j'étais séparé de ma mère. À cause du gouvernement, je voyais mon père souffrir. J'ai toujours haï le gouvernement. Bonjour, je m'appelle Arsène. Bonjour, je m'appelle Rico. Allô, Salam Mohamed. Bonjour, je m'appelle Denis. Bonjour, je m'appelle Khalid. Bonjour, je m'appelle Denis. Et Bernard Banlieusard, 32 ans. 22 ans. 29 ans. 32 ans. 23 ans. 13 ans. 40 ans, pas toutes mes dents. Vous écoutez Souverains Anonymes. Gargantuan explosion! Oh my God, I don't believe it! The northeast corner has exploded in the most incredible explosion. Flames are flying out of the building. There are 5 Les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Nous sommes le 11 septembre 2002. Ce dont je voudrais vous entendre me parler, c'est de votre 11 septembre à vous. C'est celui-là qui m'intéresse. C'est le vôtre chacun. Qui a été pour vous le 11 septembre de votre vie? Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Vous aviez quel âge? Vous étiez où ce jour-là? Est-ce qu'il pleuvait comme aujourd'hui? Et il est arrivé ce qui est arrivé et à partir de là, tout a changé, tout a basculé comme on dit. Moi, qu'est-ce que je trouve catastrophique, c'est d'être assis ici encore à Bordeaux en train de parler de ça avec toi. C'est ça que je trouve catastrophique dans mon cas, moi, parce que je n'étais pas destiné à être encore ici cette année. C'est le 11 septembre de l'année passée, 2001, j'étais ici à Bordeaux quand c'est arrivé. Puis moi aussi, j'étais comme tout le monde, j'étais encore un peu sur la panique pour savoir, bon, qu'est-ce qu'il y a avec ma famille que j'ai là-bas. Et je me rappelle qu'on a parlé de ça ici à l'émission Souverain Anonyme. Et je trouve ça vraiment catastrophique. En 2002, 11 septembre 2002, presque heure pour heure, jour pour jour, comme tu dis, je suis encore là en train de parler justement de 11 septembre, même si ce n'est pas de ce 11 septembre-là qu'on parle. Mais la date, c'est comme une date fatidique pour moi parce que je suis encore à Bordeaux encore une fois, sans le vouloir. Mon 11 septembre à moi, ça serait une journée ensoleillée à peu près 80-81. C'est en 80-81. C'était en hiver, mais il y avait du soleil cette journée-là. Cette journée où mon oncle est mort. Puis ça aussi, ça m'a fait perdre mes illusions parce que mon oncle, lui, c'était quelqu'un qui prenait toujours des médicaments à l'avance. Tu sais, il était jamais malade, il n'y avait jamais de grippe parce que lui, il prenait tout le temps son sirop. Quand l'hiver s'approchait, il achetait son sirop à l'avance, ses caisses de sirop, puis il buvait du sirop tous les jours, mais ça marchait pour lui, il était jamais malade, je l'ai connu jamais. J'ai jamais connu malade, mon oncle, puis une journée, tu sais, qu'il a pris encore ses médicaments à l'avance, il a pris un sirop, puis il se promenait sur le pont Jean Talon, juste à côté de l'overpass, là, parce que lui, il fallait qu'il traverse pour aller de l'autre côté, ça. Puis il a glissé, il est tombé en bas de l'overpass, il est tombé juste à la sortie du tunnel. On a de la sortie du tunnel, puis il s'est fait frapper par un auto. Il est mort comme ça. Puis depuis cette journée-là, moi, les médicaments, là, j'ai toujours eu peur des médicaments, justement, à cause de ça. Parce que moi, je pensais à lui, qu'il prenait souvent des médicaments qui, c'est vrai qu'il était jamais malade. Mais sauf que, je me suis rendu compte que, malade ou pas malade, là, on n'est pas invincible, là. Donc, tu as pris conscience de la fatalité des choses, quoi. Ouais. En plein ça, c'est que quand ton moment est arrivé, il n'y avait rien pour l'empêcher. Fait que, depuis ce temps-là, je vis ma vie comme ça. Tu te fais plus d'illusions sur la vie? Non. Tu t'attends pas de la vie grand-chose? Non, pas que je m'attends pas à grand-chose, mais je m'attends à ce que qu'est-ce qui doit arriver va arriver. Moi, mon nom, c'est Crazy. OK.
Mon 11 septembre à moi, il a commencé en 96. C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une prison. Personnellement, à moi, c'est comme un peu... je pense que tout le monde connaît ce film-là, Le jour de la marmotte. C'est toujours recommencer. Avant cette date-là, je connaissais pas la prison. Je pensais que c'était quelque chose qui pouvait pas m'arriver à moi. Et depuis ce jour-là, je suis devenu détenu. Et jusqu'à présent, je suis encore détenu. Mon 11 septembre à moi m'a aidé, m'a ouvert les yeux, m'a aidé à grandir dans un sens, pas seulement dans le sens que tout le monde voudrait grandir, mais moi personnellement ça m'a fait grandir. C'est maintenant que je réalise ça. J'ai mis le pied dans une roue et puis cette roue-là ne veut pas arrêter de tourner. J'arrive pas à descendre. Au début, je me disais que je suis malchanceux la prochaine fois. Et je profitais pas du temps que j'avais pour, grandir. J'ai pris le temps. C'est récent, ouais, c'est très récent. Faut dire que, là, on est en 2002. Je te parle de 96 et je viens de me réveiller. Je pense que durant le temps que j'ai fait de la prison, j'ai fait plus de bien autour de moi que j'en ai fait à l'extérieur, dans le sens que le fait d'aider le petit jeune qui vient d'arriver puis qui est désemparé, qui n'a pas de cigarette, que les gars utilisent comme souffre-douleur, lui faire retirer un peu de la pression sur ses épaules. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est la chance de mon malheur, quoi. Avant de mettre les pieds pour la première fois en prison, est-ce qu'il n'y a pas aucun autre événement dans ta vie qui a été la cause? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, à un moment donné, t'a orienté dans ta vie, puis au lieu de suivre un chemin, t'as suivi un autre? C'est la journée où j'ai réalisé que l'argent était important pour moi. Et c'est arrivé comment, concrètement? J'étais un enfant plus ou moins gâté. T'sais, le seul garçon, puis on me donnait tout ce que je voulais. Mais c'était pas assez. Parce que j'étais, classé par que ce soit mes camarades de classe, soit par des amis. J'étais classé parce que j'avais tout. Eux autres sortaient plus ou moins d'une forme de misère, restaient dans des HLM ou quoi que ce soit. Et puis, la différence, c'est la peur de la différence, je pense. Le fait que si je voulais quelque chose, je le demandais, puis je l'avais. Puis qu'eux autres, pour l'avoir, il fallait qu'ils se battent. Il fallait qu'ils suent leur front, la sueur de leur front et tout, tu sais. Puis moi, j'ai comme pas connu ça dans mon enfance. Quand tu dis « je l'avais » parce que tes parents te le donnaient ou parce que tu allais le chercher? Parce que mes parents me le donnaient. OK. Mais à un moment donné, j'ai comme... développé? J'ai comme voulu connaître, ressentir ce que les gens ressentaient autour de moi, dans le sens que le syndrome de gang, moi, j'étais pas là-dedans. Là. C'est du milieu où je sortais, j'étais pas là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit... Je me sentais si différent. Je pensais que la normalité, c'était ça, ce que les autres étaient, et non pas ce que j'étais. Donc, j'ai tout lâché ce que j'avais pour aller... maintenant que je suis rendu là, no way back. T'es rentré dans une gang? Non, pas dans une gang en tant que telle, mais que j'ai voulu avoir un lien d'appartenance avec mon entourage. La vie était pas facile. Mais mes parents m'ont toujours élevé dans un sens que je demande et j'ai. Mais je trouvais ça trop facile. À un moment donné, ça vient que t'as plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ça n'a plus d'importance pour toi. Fait que moi, je suis rendu dans un point où je me suis dit, c'est trop facile de demander pour l'avoir, je vais aller chercher moi-même. Mais c'est que moi, je me vois souvent, vous allez voir des films, des enfants là, qui ont tout, là, leurs parents ils ont des grosses maisons, puis eux autres, là, ils partent sur la drogue, ils boivent, ils sont toujours sur le party, ils se foutent de tout. OK? Donc, ce qui les entoure n'a pas de valeur, parce que pour eux autres, c'est pas eux autres qui sont allés chercher, c'est pas eux autres qui l'ont fait. Donc, moi, tout ce que j'avais, ça avait aucune valeur, je pouvais le donner, et je comprenais pas que les autres pouvaient pas le faire aussi. Ah. Donc, dans un sens, moi, ce que j'ai voulu voir, là, c'est que est-ce que j'aurais la même attitude si j'irais chercher moi-même, si c'était ma sueur qui l'avait eu, tu comprends? Mais en bout de ligne, ce qui est arrivé, c'est que je me suis pogné les pieds là-dedans, puis je suis resté là-dedans.
Mais je pense que ça fait partie de mon cheminement. Moi, pour moi, ma perception des choses, c'est que la vie est déjà écrite. OK? Donc, si j'ai passé par là, c'est parce que je devais passer par là et que j'ai quelque chose à apprendre par là. Ça veut pas dire que tu peux prévoir l'avenir. Non, je dis pas que ma vie est déjà écrite et que je peux prévoir l'avenir. Je dis qu'elle est déjà écrite et ce que je fais présentement, comme présentement, je suis au micro, je te parle. Voilà. OK? C'était déjà prévu. C'était déjà, comment dire, je vais essayer d'imager ça. Le livre de la vie, il y a ton histoire. Et dans mon histoire, le 11 septembre 2002, je suis ici avec toi, Mohamed, en train de parler de mon 11 septembre. C'est quelque chose qui est déjà écrit. Voilà, Et OK, puis, parfait. Là, je comprends. Donc, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui va dire, bon, je n'ai pas le choix à faire, de toute façon, ce qui va m'arriver, c'est ce qui va arriver de toute façon. Tu as une responsabilité, tu as des choix à faire quand même, là, pour l'avenir. Oui, j'ai des choix à faire. À partir de ton expérience. Le choix que moi, je veux poser, que je veux faire, OK? Ce choix-là est déjà fait à l'avance. Mais c'est juste, comment je pourrais te dire, c'est une cassette vidéo qu'on n'a pas encore écoutée. Le film est dessus. Tu l'as pas encore vu, mais il est là. Alors, Mohamed, ton 11 septembre, parle-moi-en. Mon 11 septembre, c'était en 1997, c'était les élections du Québec. Je traversais la rue entre deux voitures et là, il y a une voiture qui m'a heurté. C'était mes examens de fin d'année de secondaire 5. Je les ai pas faits. Mais on m'a fait passer quand même. On me les a pas comptés. On me les a fait juste faire au début de l'année 98. Mais depuis cette année, j'ai commencé à consommer de la drogue. J'ai commencé à fumer du pot, cocaïne, et après j'ai commencé à fumer la cigarette. En 98, au mois de mai, je suis rentré en prison pour la première fois. Et depuis ce jour-là, j'ai fait 1 an et 8 mois dehors, depuis 98. Alors pour moi, c'est ça la catastrophe. J'étais un bon étudiant, j'aurais pu réussir bien. Mais je jouais au soccer, j'étais un très bon joueur au soccer, je jouais élite du Québec. Mais ça a tout changé, c'est pou. J'étais un ange et je suis devenu un démon. À cause d'un petit accident. À quel âge tu es arrivé au Québec? Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu étais content? Non, je voulais pas venir. Parce que moi j'étais bien là-bas au Maroc. T'étais pas nécessairement content parce que tu as... Je me suis intégré, je me suis bien intégré. J'ai commencé à jouer au hockey la première année. Tous les sports d'hiver, j'ai commencé à les faire. Alors, j'étais bien quand même. C'est pas que j'étais bouleversé, c'est sûr, avec changement. Au Maroc, t'as une amitié, ici, t'as une autre mentalité. Et surtout, tu rentres ici, tu reviens tout de suite au secondaire. Je suis rentré directement au secondaire, j'ai pas fait de primaire et tout. Alors, je suis rentré dans une secondaire, c'était juste des immigrants. Alors, il y avait presque pas de Québécois. On était dans Georges Vanier. À l'école Georges Vanier, il y avait que des Noirs, des Algériens et des Arabes. Alors, je commençais à venir avec eux. Est-ce que ça a aidé ou ça n'a pas aidé? Non, bon, j'avais pas d'influence parce que moi, c'était mon père, j'étais avec ma grande sœur, on était à la même école. Alors, il fallait on sortait à 3h20 et on habitait à Boucherville. À 6h, il fallait que je sois à la maison. Si j'étais pas à la maison, c'est avec ma sœur, il fallait qu'on soit en même temps. Et si j'étais pas là, c'était la galère. Et mon père, il est strict. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je dit, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand j'ai mis 18 ans, je dis à mon père, ok, là, maintenant, là, parce que je peux pas, dans ma mentalité, jamais je vais appeler la police à mon père. Et j'aurais pu le faire quand j'avais 15 ans, 16 ans. Parce que des fois, il dit, non, sors pas, tu viens de sortir, c'est vendredi. Et vendredi après-midi, tu viens de terminer l'école, il dit, rentre, fais tes devoirs. T'as samedi, dimanche pour les faire. T'as vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire que tu peux les faire dimanche ou le samedi, mais pas le vendredi. Tu viens de finir l'école. J'étais obligé de les faire, je les faisais. Mais
Tu arrives à 18 ans, tu dis fuck that, moi je choisis mon chemin. J'ai été au collège français, j'ai commencé première session, papier, j'ai eu 5 cours la première session, j'ai eu mon psycho, mon économie, tout. Après ça, j'ai commencé à me tenir avec des Marocains. Là, on a commencé à fumer du pot. Je fumais pas la cigarette. Là, après, cocaïne. Et après, parti pilule. J'ai un de mes frères, il a jamais, même pas eu une contravention ici. Même pas une contravention. Il est venu au Canada. Le deuxième jour, il a commencé à travailler dans une boutique. Il a travaillé 8 ans plus tard. Et il étudie en même temps. Maintenant, il travaille chez Fido. Il a jamais eu de problème avec la police. Jamais, ils l'ont même pas arrêté. Mais moi, je dis non. Moi, je suis différent. Je vais le traiter de femme, moi. Bon. Ouais, je déchire. Parce qu'il est peureux. C'est quelqu'un qui a peur. Il faut pas que tu aies peur. Lui, non, mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu... je regrette tout. Je regrette tout parce Est-ce que tu continues à l'appeler Cheikha? Hein? Non. C'est le seul qui me parle encore. Moi, quand je sors, c'est fini pour moi ici. Alors, le 11 septembre, ton 11 septembre à toi, j'essaie de le situer d'après tout ce que tu me dis, là. Le 11 septembre, c'est en 1997. C'est depuis ce jour-là, c'est la galère. Ça, c'est le jour où tu as eu l'accident? Ouais. OK, c'est l'accident qui a été l'élément déclencheur de ta délinquance, c'est ça? Ouais. Du délinquant en toi, c'est ça? Ouais. Tu dis comme c'est quelque chose qui t'a dit, bon, là, après ça, là, je vois plus la vie. Je change de bord. Mais en fait, l'accident n'a été qu'un élément déclencheur. Le vrai 11 septembre chez toi, c'est plutôt dans l'éducation de ton père, non? C'est le fait qu'il soit sévère avec toi, non? Ouais. Ou plutôt, est-ce que c'est pas carrément le fait que tu as immigré ici contre ta volonté? Ouais. Hein? Ouais. C'est pas ça le 11 septembre? Ça peut être ça aussi. Ça doit être ça, le 11 septembre, parce que moi, je voulais jamais venir ici. Il y avait ma sœur qui ne voulait pas venir ici. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Ma sœur, elle est mariée avec un avocat. Elle travaille dans une agence de voyage au Maroc. Moi, si on m'aurait donné le choix de revenir, là, depuis longtemps, je serais revenu. Depuis longtemps, je le sais. Quel âge as-tu? Maintenant, j'ai 23. T'es encore jeune, là? Ouais, je suis encore jeune. C'est pour ça que je vais revenir. Je reviens bientôt, là. Mois de novembre, mois de décembre, je reviens. Je reviendrai plus tard, peut-être, ici. Parce qu'ici, quand même, là, quelqu'un qui te dit « Ah, moi, je reviens là-bas », ça va pas être facile, hein. Le désordre au Maroc, là, je pense, chaque soir, là, je dis « Je vais aller au Maroc, là, si j'ai pas de voiture, là, tu vas prendre un taxi, même le taxi va te voler. Même le taxi va te voler, là-bas, c'est des fous, là-bas. Les gens, je te le jure, hein, imagine, il y a une grosse ligne, quand le bus y arrive, là, si t'attrapes pas la porte, là, tu rentres pas. Tu vas pas rentrer dans le bus. Tu vas rester dehors. Si tu veux faire ton gentil, là, il n'y a pas de respect. Le monde crache à terre. Tu passes devant, là, il va cracher à terre. Le monde, c'est fou là-bas. Ici, au moins, il y a une structure. Le monde, il y a une autre mentalité. Donc, tu t'es habitué quand même à d'autres. Mais oui, je me suis trop habitué ici. Trop habitué ici. Mais en même temps, tu n'es plus de là-bas parce qu'il y a des choses que tu n'aimes plus là-bas. Puis en même temps, ici, il y a des choses que. Non, qu'est-ce que j'aime là-bas, c'est que là-bas, il y a quand même l'esprit familial qui reste tout le temps. Ici, c'est un peuple qui travaille, c'est comme des animaux. Tu n'es pas le seul, mais j'ai l'impression que, comme beaucoup de jeunes immigrants qui arrivent ici, puis à un moment donné, ils ne savent plus quelle est leur vraie identité. Ils sont à la fois, comme toi là, tu es à la fois marocain, à la fois canadien, mais en même temps, tu n'es pas tout à fait canadien, ni tout à fait marocain, parce que tu viens de dire des choses sur le Maroc qui sont, on dirait que c'est un Canadien qui parle du Maroc, et tu vas dire des choses sur le Canada comme un Marocain parle du Canada de loin. C'est-à-dire, on dirait que, c'est-à-dire, il te manque d'un côté comme de l'autre quelques éléments pour avoir une vision beaucoup plus réaliste que ça. Parce que le Maroc, comme tu dis, la famille, ben, ça commence à se désintégrer aussi. C'est pas aussi fort que tu le penses, même si ça reste quand même assez solide. Mais il y a quand même, écoute, les filles commencent à faire de la prostitution à 14 ans, là, si tu le sais pas, là. Bon, je sais. J'ai eu l'expérience en 98. Bon, alors, donc, c'est ça. Donc, et ici, il y a quand même des éléments, il y a des éléments positifs ici, dans ce pays avec lesquels il faut savoir vivre aussi, qu'il faut savoir apprécier. Bon, alors, en fait, c'est ça la question. Est-ce que quelque part, tu n'es pas à la recherche d'une identité qui soit cohérente? Tu as deux identités qui devraient idéalement t'enrichir.
Tu devrais dire, bah, je suis pas seulement marocain. Tu peux être fier. Tu dis, moi, j'ai deux identités. J'ai la culture marocaine, j'ai la culture canadienne, québécoise. Donc, tu dois être normalement plus riche. Moi, maintenant, dans ma tête, parce que je sais pas si je vais rester ici, je sais pas si je vais m'en aller là-bas. C'est ça, parce que moi, au début, je leur disais, je vais m'en aller là-bas, je vais m'en aller. Mais quand ils m'ont dit, OK, tu t'en viens, quand tu sors, ton frère, il va te faire le passeport, il va t'acheter le billet, il va te renvoyer. Là, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, premièrement? Même si je vais travailler. Quand même, là-bas, là, c'est pas le monde là qui te dit, ah, moi, ça me dérange pas qu'il me déporte ou quelque chose comme ça. Mais il va savoir, là. Parce qu'il va rentrer 1 mois, il va lui plaire, 2 mois, ça va lui plaire. Mais quand tu parles d'un long terme, là, je pense pas. Quand il s'est habitué à ce système ici. Parce que là-bas, là, tu rentres pas avec un diplôme de doctorat en Non, médecine, non, hein. tu rentres comme mal vu. Toi, ouais, là, c'est ça. Tu rentres pas en tant que C'est docteur ça. ingénieur, là. C'est Tu vas toi. rentrer comme quelqu'un qui a passé, 4-5 ans à Bordeaux. Bref, t'as pas de formation. Voilà. Et pourtant, jusqu'à un certain âge, tu étais bien préparé pour ça. Tu es un gars intelligent qui fait bien ses devoirs, qui aurait pu poursuivre et avoir un bagage académique, un diplôme, un métier, comme on dit. Et puis bon, alors, il est arrivé cet événement-là. C'est en septembre, c'est l'accident 97, c'est ça? Ouais. Et tout a changé, tout a basculé. S'il n'y avait pas cet accident, penses-tu que les choses auraient continué comme ils étaient? Je peux pas te dire. Tu peux pas me le dire. Je ne peux pas prévoir. Moi non plus. Mais si, admettons, je rentre au Maroc, c'est juste pour prendre un peu de maturité. Je deviens un peu plus mature, je deviens un peu responsable. Et je reviens ici. Parce qu'ici, là, j'aurais pu... Juste quand je suis sorti en 2000. En 2000, je suis sorti au mois de décembre. Mois de janvier, j'ai recommencé à Collège La Salle. J'allais faire design intérieur. On m'envoyait l'argent pour payer le loyer et pour commencer à aller étudier. Non, à la place de payer le loyer, aller triper. Mais ça, c'est juste manque de responsabilité, manque de maturité. Plus tard, si maintenant j'ai la maturité, je reviens ici pour avoir un diplôme parce que c'est un pays qui est facile, qui t'aide ici. Au Maroc, on t'aide pas. Un Marocain comme toi qui a vécu au Canada, qui est habitué à une autre mentalité, à une autre façon de voir les choses, tu vas arriver au Maroc, tu vas capoter. Tu vas capoter, mon ami. Tu vas courir, tu vas fuir. Et heureusement, tu dois remercier tes parents parce qu'ils ont fait ta nationalité. Parce que laisse-moi te dire, là, si on t'avait déporté au Maroc, là, tu vas la prison là-bas, c'est pas comme ici. Il n'y a pas de souverain anonyme là-bas. Tu n'auras jamais un micro à la main, là. Alors, je te souhaite bonne chance, Mohamed. Puis, on va prendre une pause, tout le monde. Ah, on va prendre une pause. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie. De la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient,
La mer les a noyés dans le flot du regret. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal évoquent à leur manière le 11 septembre, leur 11 septembre. On revient après cette pause. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal évoquent à leur manière le 11 septembre, leur 11 septembre. Toi, par exemple, Arsène, ton 11 septembre à toi, est-ce que ça a été le premier jour où tu as mis les pieds en prison ou le premier jour où tu as mis les pieds dans ce pays, hein, si tu n'es pas né ici, je ne sais pas, tu es né ici, Oui. OK? Ou alors, le 11 septembre, c'est le jour où tu t'es rendu compte que même si tu es né ici, quelque part, tu viens d'ailleurs et que tes parents n'arrête pas de te le répéter, tu viens d'ailleurs, tu n'es pas ici. Et quand tu sors dehors, tout le monde te dit, tu viens pas d'ailleurs, tu viens d'ici. Pris entre les deux, à un moment donné, deux tours en toi explosent. Disons que j'ai été impliqué dans certains conflits qui n'ont jamais cessé de me poursuivre. Et même lorsque j'ai voulu, à une certaine époque, j'ai voulu changer ma vie, je suis retourné aux études, mon passé m'a rattrapé. Ça, c'est mon 11 septembre. La journée où ce que j'ai dit, même si que je voulais changer ma vie, à chaque fois que j'ai voulu changer ma vie, telle chose est arrivée pour me ramener dans ce que j'étais. J'ai compris que dans ce domaine-là, c'est que soit c'est comme une coupe Stanley. Hein. Tu es dans les séries, tant que tu es le meilleur, tu peux te rendre jusqu'à la finale. Quand tu arrives à la finale, il faut que tu gagnes, sinon tu coules avec le bateau. Mais moi, je suis là-dedans pour gagner. C'est la seule façon de m'en sortir. Il faut que j'aille jusqu'au bout, parce qu'il y a des choses que tu commences, tu peux pas arrêter au milieu. Oussama, lui, quand il a commencé, c'est quelque chose qu'il a commencé, là, il sait que jusqu'à la fin, il peut plus faire marche arrière, là. Ça, c'est mon 11 septembre, lorsque j'ai compris ça. La journée où je me suis réveillé, j'ai compris ça, j'ai dit, Kat, à chaque fois que j'ai essayé de changer, ou à chaque fois que j'ai essayé de m'adoucir ou de me mettre dans une situation plus modeste ou plus raisonnable, il y a tel événement qui est arrivé. J'ai dit non, il faut que je règle tous ces petits conflits-là avant. Après ça, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Même si toi, tu as pris la décision de changer, il y a quand même des actes, des gestes que tu as posés qui ont marqué des vies, qui ont marqué des gens. Et même si que tu arrives, tu dis aujourd'hui, je suis musulman, je suis chrétien, je crois en Dieu, tout ci, puis tout ça, eh bien, l'autre individu que lui a été affecté par tes gestes posés par le passé, lui peut peut-être te garder rancune. Même Hollywood te le démontre toujours. Ceux qui ont commis des actes très graves par le passé, leur passé les a rattrapés, quand bien même qu'ils ont changé. Juste à regarder, tu as des gars qui se sont sauvés des États-Unis, qui avaient des grosses charges. Ils ont disparu pendant 30 ans. Tu comprends? Dans la nouvelle contrée où ils étaient reconnus comme des gens très gentils, très serviables. Ils font des services communautaires, tout. Une famille, femme des enfants. Après 32 ans, la police américaine l'a retracé au Canada. Ils l'ont ramené pour le juger, pour les crimes qu'il avait posés par le passé. Il a changé, le gars. C'était même plus la même personne qu'il y a 32 ans. Mais n'empêche que son passé l'a poursuivi. On est tous humains, on fait des erreurs.
tout se balance, c'est pas par méchanceté, c'est pas par bonté, c'est juste parce que tu es humain. Forsat Ashkan, iranien d'origine, depuis 1987, tu es rentré avec ton père comme réfugié politique. Aujourd'hui, en 2002, les autorités d'immigration Canada veulent te déporter. Il y a quelques mois déjà, ils étaient sur le point de te déporter et tu as réussi une évasion qui n'est pas passée inaperçue d'ailleurs dans les médias. Et puis aujourd'hui, tu es en prison pour te punir sur cette évasion-là avant peut-être te déporter. Avant de parler de ce problème-là, je veux savoir qui tu es. Commençons par ton enfance en Iran. Mais mon enfance en Iran, les souvenirs que j'ai, j'étais jeune quand je suis parti de là-bas, mais on vivait dans une famille assez riche pareil, sauf que mon père il avait des problèmes de politique là-bas, à cause que dans le temps, il était pas vraiment dans le gouvernement, mais il était avec le gouvernement du Shah d'Iran. Puis après la révolution de l'Iran, lui, il s'est séparé d'eux autres, puis il est resté dans le pays. Mais à un moment donné, ils l'ont retracé, puis ils ont voulu le mettre en prison. Lui, il s'est enfui en Turquie. 4 mois après, moi, ma mère, mon frère et ma soeur, on est allés en Turquie. J'ai resté là-bas pendant un an et demi. Mais moi, ils m'ont dit que c'était une vacances qu'on allait là-bas. Mais on a resté là-bas en tout cas 1 an et demi. Après 1 an et demi, mon père il a trouvé un faux passeport pour moi puis lui, un passeport allemand. Puis on est venu ici. Puis c'est ça. Je suis venu ici à l'âge de 9 ans et demi. Et vous avez déchiré vos passeports dans l'avion? Dans l'avion, mon père il l'a pris, il l'a déchiré dans la toilette. Pour que quand on vient ici, on demande le résident tout de suite. Et là, quand tu es venu ici, tu savais que tu venais pas pour des vacances? Non, là, j'ai commencé à m'en douter là, que c'était bizarre un peu là. Depuis que j'étais en Turquie, je demandais toujours à mes parents quand on va retourner en Iran, J'avais mes amis là-bas, j'avais mes parentés là-bas, ma famille là-bas, mes oncles, mes tantes, ils me manquaient. Je demandais quand on va retourner, on n'a jamais retourné. Puis quand on est venu ici, même encore, j'étais loin de ma mère, j'étais séparé de ma mère pendant 2 ans. Je demandais où est-ce qu'il y a ma mère, où est-ce qu'ils sont mes cousins, mes cousines, mes frères, sœurs. Mon père, il disait, ils vont venir, mais ça a pris du temps, puis je sais pas, moi j'ai commencé à avoir des amis, puis c'était rendu eux autres, ma famille là. Mon père, il travaillait 2 jobs quand on est venu ici. Il travaillait de matin à 6 heures le matin jusqu'à 5 heures d'après-midi, puis de 7 heures le soir jusqu'à minuit. Il travaillait dans un restaurant, puis le matin, c'était dans un manufacturier. Alors moi, j'étais toujours seul à la maison. Moi, j'invitais mes amis venaient chez nous, il n'y avait presque jamais de bouffe dans la maison. Alors j'ai commencé à vivre comme ça, moi, c'est comme... Et ces amis-là, c'était qui? Des personnes que j'ai connues à l'école, puis... Des petits Québécois? Non, je me tiens jamais avec Québécois dehors. Non? Pourquoi? Je les accepte pas. Non? Tu les acceptes pas ou tu es chez eux, là? Mais je suis chez eux par force. Ah, OK, c'est vrai. Donc, si tu acceptes pas les Québécois, en fait, c'est plutôt parce que tu acceptes pas le fait d'être ici. C'est ça. T'as jamais accepté ça? J'ai jamais accepté de partir de mon pays. Je vivais bien là-bas, j'étais bien là-bas, j'avais tout ce que je voulais. Je demandais à mes parents, ils me donnaient. Je suis venu ici, je demande une paire de souliers, ils m'achètent une paire de souliers à $3, là, les souliers West Coast, là. Ils m'achetaient 3 paires de des couleurs différentes. Ça venait même pas à 20$, puis il fallait que je mette ça, là. Alors, je trouvais ça dur, moi. Le monde est sans pitié, hein. 3 paires de chaussures, hein. Mais au moins, c'était de différentes couleurs. Comme ça, ils pouvaient dire, j'ai acheté 3 paires différentes pour toi, là. Honnêtement, j'ai pensé souvent pourquoi je suis devenu délinquant, mais pour être honnête avec toi, j'avais déjà la délinquance en moi quand j'étais dans mon pays, parce que je me souviens, ça m'est arrivé à 2 reprises que quand il y avait les bombardements près de chez nous, tout ça, moi puis mon grand cousin,
il m'a amené avec lui, puis on allait, il fallait qu'on se rende là-bas avant les ambulanciers, puis les policiers, tout ça. Puis on volait les gens qui étaient déjà morts ou qui étaient en train de souffrir. Nous, on prenait l'argent, l'or, tout ça. J'ai fait ça 2 fois. À un moment donné, il m'a couru après avec un bras coupé. Ça m'a traumatisé, j'ai arrêté de faire ça. Mais quand je repense à tout ça, j'avais commencé à voler, j'étais jeune. Puis c'est comme, je sais pas, c'était comme... Quand je suis venu ici, j'avais pas d'argent, rien, mais mon père m'achetait rien. Alors moi, j'habitais à Parc Extension. Il y avait Centre Rockland, pas loin de chez nous. Moi, j'allais là-bas avec mon boîte à lunch. J'avais à peu près 9 ans et demi, 10 ans. Là, je venais d'arriver au Canada, ça faisait même pas 1 an. J'allais avec ma boîte à lunch à Eaton Center. Puis je volais des vêtements, je volais des jeux Nintendo. C'était nouveau pour moi, les petits jeux là. J'ai volé ça, c'était nouveau, puis c'était facile. Je voyais, c'était comme un joke, là. Moi, dans mon pays, tu peux pas voler comme ça. J'ai jamais volé dans le magasin dans mon pays, mais ici, je vois, c'est facile. Alors, j'ai commencé comme ça. Déjà, mon père était jamais là. Ma mère était pas là. Mes frères et sœurs étaient pas là. J'étais seul dans la maison. Alors, je faisais qu'est-ce que ça me tentait. J'allais faire ça, puis... J'ai manqué beaucoup pas d'éducation, mais d'encadrement. C'est comme, mon père, il me parlait souvent, comme les autres gars. Mon père, il me frappait aussi, mais ça, moi, j'ai toujours accepté là. Moi, je suis un gars que j'en veux pas à mes parents parce que je les dois à cause qu'ils m'ont mis au monde. C'est comme ça, je vois ça. Moi, j'ai dois à mes parents à cause qu'ils m'ont mis dans ce monde-là. Alors, tout ce qu'ils faisaient, moi, j'ai pardonné tout le temps. Je suis pas un gars qui a pris ça à cœur. De toute façon, c'est comme une habitude dans les Iraniens de frapper leurs enfants. Alors, je voyais rien de mal là-dedans. Dans mon enfance, dans les écoles que j'allais, tout ça, j'étais souvent avec ou bien les Haïtiens, les Noirs, ou bien avec les Arabes ou les Espagnols. Puis, parce que nos cultures se rapprochent plus des autres que des autres personnes. Alors, eux autres, les parents les frappaient aussi. Alors, je ne voyais rien de mal là-dedans. Mes amis, ils fuguaient de chez eux pour venir se coucher chez moi. Je les cachais dans le garde-robe en minuit quand mon père il venait. Il couchait dans le garde-robe. Mon père, il partait à 5 heures le matin. Alors, c'était comme ça. Est-ce que tu as connu le centre d'accueil, toi aussi? J'ai commencé à 14 ans. En 90-91, je me suis fait arrêter pour 2 tentatives de meurtre au métro Villa Maria. Je me suis évadé 7-8 fois du centre d'accueil. Puis... Tu avais déjà de l'expérience d'évasion. C'est pour ça que tu as réussi à fuir la police. Mais en centre d'accueil, c'est différent. En centre d'accueil, tu montes une clôture, tu sautes. Là. Moi, à l'âge de 9 ans, j'ai monté des clôtures 2 fois plus haut que ça. Là, c'était un jeu d'enfant. Là, ça, c'était rien, mais... C'était pas vraiment ça. Moi, c'était plus... Je voulais toujours me prouver. Je voulais toujours être contre la loi. J'ai remarqué, j'ai pensé souvent à mon enfance, puis j'ai vu que j'ai toujours été contre le gouvernement parce qu'à cause du gouvernement, mes parents, il fallait qu'ils s'en aillent du pays. À cause du gouvernement, j'étais séparé de ma mère. À cause du gouvernement, je voyais mon père souffrir. Alors, j'ai toujours été contre le gouvernement, moi. J'ai toujours haï le gouvernement. C'est pas à cause qu'ils ont fait quelque chose à moi, mais c'est plus à cause qu'est-ce que j'ai vu qui se passait avec ma famille que ça m'a rendu comme ça. Le poète de Bordeaux, le poète des souverains. Pas un poète. Oui, Bernard speaking. 1, 2, 1, 2. Test 1, test 2, testicule. Oui, Mohamed, oui, c'est Bernard, mystique banlieusard. Oui, je suis souverain anonyme depuis plusieurs années. Et pour répondre à ta question de notre 11 septembre, moi, il n'est pas encore arrivé, puis je m'arrange à Sti pour pas qu'il arrive. Parce que c'est pas une petite sentence de 8 mois, Sti, qui va me mettre le moral à terre, parce que, Chris, je suis responsable de mes actes. Je le sais, j'apprends là-dessus. OK, le passé, l'avenir, le futur, je vis now, maintenant, tu sais.
Fait que, tu sais, j'ai dit, je peux avoir des projets à long terme, mais tu sais, je m'enseigne pour trouver la sagesse dans le moment présent. Et puis, comme je te dis, moi, le 11 septembre, mon 11 septembre, à moi, Mohamed, c'est... faut pas, comme je dis, il faut pas qu'il arrive. Parce que ce qui peut vraiment arriver, ça serait une plus grosse sentence. Mais je pense pas que je peux en avoir parce que j'ai pas l'esprit criminel. J'ai jamais concocté un meurtre parce que moi, je suis ici pour des bris de probation. OK, j'ai eu des incitations à l'émeute. C'est all right parce que j'aime l'hystérie de masse. J'aime diriger les foules, tu sais. Mais moi, je suis membre des AAAA, athéistes, alcooliques, anticonformistes, tu sais. Fait que c'est ça ce que je suis, tu sais. Mais je suis un anticonformiste, mais dans mes écrits, m'activer les foules, j'aime en péter une, puis le monde suit, tu sais. Que ce soit la Coupe Stanley, les feux d'artifice, les fêtes de la Saint-Jean, les feux à Pointe-Saint-Charles, tout ça, tu sais. J'aime ça diriger les masses, tu sais. C'est de même. Ta vie a toujours été comme un long fleuve tranquille. Oh non, j'ai eu du fun. Il n'y a pas un événement dans ta vie qui t'a marqué, qui t'a transformé, qui t'a fait quelque chose? Oui. Ah, lequel? En 89, quand les Canadiens ont perdu la Coupe Stanley en finale contre Calgary. D'accord. Ne me parle pas de ton 11 septembre, mais parle-moi de l'autre, celui sur lequel tu as écrit un OK, poème. j'en ai une. OK, personne ne l'a entendu ici. Je pense que... Moi, je l'appelle... si ça a rapport au 11 septembre, le vrai, là, ça s'appelle Pluie humaine. OK, ça a rapport au vrai 11 septembre là, que j'ai adoré. Payback Time, j'ai regardé ça live, moi, je m'en souviens. Je m'en souviens pas au Canada, en tout cas, mais je m'en souviens quand les Jets ont pété dans le tour. Puis j'ai trouvé ça pas mal weird. C'est meilleur en direct. De tous ces humains qui tombaient comme de la pluie, c'est ça? Ouais, ben si tu veux, c'est les conséquences. Hein? Pourquoi qu'ils ne parlera pas des autres, tous les sandinistes qu'ils ont tués, puis les contrats, puis les... Tu sais, Harry Kissinger, puis le Vietnam, puis whatever, puis en veux-tu d'autres? Je suis allé en chercher, j'ai la CIA, la NCA, la CAS, puis en tout cas, les sacro-saintes agences de sécurité américaines appréhendant un attentat en leur sol, mais la terreur provint d'avions en vol, détruisant le symbole mercantile de la force états-unienne. Juchés près des nuages, en haut du World Trade Center, d'innocentes victimes de martyrs contemporains, criant vengeance au nom d'une religion des temps anciens. Prisonniers du fioul et du feu, c'était l'enfer dans les airs. Leur chair brûlée et l'âme carbonisée, n'ayant plus aucun espoir, ils se précipitèrent dans le vide, s'écrasant en désespoir sur la terre des hommes dans un fracas morbide, espérant ainsi que leur corps désarticulé serait retrouvé. 11 septembre, New York City, par un beau temps ensoleillé, il pleuvait des gens sans lendemain. Précipitation en averse contre l'être humain. Le nombre du malin est 911. Number of the beast is 911. Hey, hey, l'affecté, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Been there, done that. On reste tout expérimenté intellectuellement, psychotropiquement, spirituellement. Je me pète un crise de spleen cérébral. Aucun rapport avec le Satan du midi. Fuck you le malin, je te crée plus un matin. Mes synapses collapsent aux cheveux, j'ai mal. Quand il n'y a plus rien qui te fait rire que les clowns se suicident, les gourous sur le Prozac exitent des cides. Le syndrome de Jésus, un vrai psychodélire. Mon sourire intérieur réfléchit sur ma cornée dilatée. Je n'ai plus de masque permis, seulement une présence entité. Progéniture cosmique, I'm a big bag bing. And that's all that I am. Welcome to my mind, I've come to this world. C'est un petit rap qui se passe comme ça à la cool. Je viens d'un pays qui s'appelle Haïti. C'est ma quoi, je suis né, c'est là d'où je viens. Tout ce que je fais, c'est étudier à Montréal. Yeah. Dans mon vécu, je n'ai pas bu, j'ai juste survécu. Détrôné de mon succès si imparfait que je m'étais fait une illusion d'optique. Fausse addict et la statique. Quand je suis un flic avec ma clique, il y a un code d'éthique vraiment sadique, mais bien pratique. Pas besoin de se lancer dans la violence pour se faire voir. Pas besoin de se lancer dans la violence. Pas besoin de se lancer dans la violence. Pas
besoin de ça, c'est dans la violence pour se faire voir. Dans la vie, il y a beaucoup. J'ai commencé à influencer, je n'étais qu'un bébé. Sous l'influence de mes amis, je n'avais rien compris. J'ai concevoir les faiblesses de mon savoir. Médiocrité attentionnée, conflictuelle, besoin mutuel, une réflexion. Faites attention de la projection, quelle négation. Je suis encore en décision, yo, my show. Yeah. J'ai de la force pour les frères, oui mon gros. Retour aux pyramides, nique les clos. J'ai l'éditique comme Rocky, je suis un king comme Martin Luther. Je porte des jeans, des Calvin Klein. J'ai de la force pour les frères, oui mon gros. Retour aux pyramides, nique les clos. T'es venu ici pour me faire éducation, tomber fait de rien, moi tomber dans... September 11th, the war was on because the line was drawn. That's why the states had to be bombed. It was a long time coming, even before Bush's campaign was running. Look at the evidence before Bush was even president. They never gave a fuck about an ethnic resident. Every motherfucking speech is purely full of shit. That's why it was about time for the states to get hit. It was inevitable that they would get fucked because everything out the White House is a damn cover-up. They killed innocent people when they went after Saddam. All they said was sorry, but they never gave a fucking damn. But when they got hit, they sent the army into Afghanistan to eliminate Osama bin Laden and the Taliban. Fuck y'all's dictatorship. Better believe that I don't give a shit, especially when I think that President Bush needs to go suck a dick. Talking about y'all invaded Kuwait because what Kuwait did? Do you think I'm really that fucking stupid? America's soil is fucking spoiled. The only reason y'all invaded Kuwait was over motherfucking oil. Y'all invade or cut off whoever y'all can control, or even try and bribe with food and medical rations to keep the hold. But I see y'all like Wesley Snipes in a bowl of rice. If it was me, I'd give y'all a 1-year anniversary with more than candlelights. Motherfuckers need to be burned out and turned out. Tie up President Bush and have a shootout. CIA and FBI, well fuck them too. Don't y'all realize that they're part of this too? So put them with Bush and shoot them all too. You hear? Vous avez écouté une émission spéciale, les souverains anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal ont parlé à leur manière du 11 septembre. Je souligne la création et la participation particulière à cette émission de Alex, Mohamed, Crazy, Anthony et Forsat, sans oublier Bernard, Bern, le poète de Bordeaux. À la prise de son, Steve Roy, Souverains Anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système. Derrière des murs, café crème, nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe et maintenant l'espoir, rien plus rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Un chat, un chien, un autobus, moto,
n'existe pas. Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système.